Et alors on lui a dit, mais enfin, vous faites une Europe libérale. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Croyez à la force des institutions. J'avais déjà lu ça quelque part, sous la plume de Jean Monnet. Les institutions européennes, à travers les équilibres sociaux de l'Europe, allaient pourvoir en quelque sorte aux insuffisances des traités. Voilà la logique dans laquelle nous avons été pris et emportés. Parce que tout est rapport de force. Et dans la mondialisation qui nous emportait, dans le cycle néolibéral qui avait commencé avec Thatcher et Reagan, eh bien, nous n'étions pas de taille. Nous avons été emportés tout au long des années 90. Je vous rappelle que le président Clinton, démocrate devant l'éternel, est aussi celui qui a aboli le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire l'acte législatif qui réglementait la profession bancaire et la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. C'est-à-dire que le monde entier était à l'unisson dans ce grand mouvement de croissance boursière, dans cet envol des indices qui faisait que les start-up décollaient. On ne jurait que par la Silicon Valley. Et nos sociaux-libéraux, puisque c'est d'eux qu'il faut parler enfin, en France, en pratique, pas en théorie. En France, on n'a jamais théorisé tout ça. Hein. Surtout ne pas en parler. Hein. La gauche, rien que la gauche. Social-libéralisme, on ne connaît pas. Il a fallu attendre 1998 pour qu'il y ait un théoricien, Anthony Giddens, en Grande-Bretagne, pour théoriser le social-libéralisme. Au fond, qu'est-ce que dit le social-libéralisme? Écoutez, le système capitaliste néolibéral marche formidablement, il y a de la croissance, on peut se partager un certain nombre de choses. De toute façon, il faut rompre avec les vieilles lunes social-démocrates, l'archaïsme, le collectivisme, l'égalitarisme, la fiscalité redistributive, tout ça, c'est bon pour jeter aux chiens. Et on va choisir une voie originale. On prend tout du capitalisme financier, mais en même temps, on va prélever une petite part, et les miettes, on va les redistribuer. On va faire un petit geste pour les services publics. En Grande-Bretagne, c'était bien nécessaire. Hein. En France, on va vous faire le RMI, et puis la CMU. Et tout ça avec la croissance générée par le système du capitalisme financier, qui battait tous les records. Jusqu'au jour où, naturellement, il n'a plus battu de record. En 2000, première crise, et en 2007-2008, ressucé, deuxième crise, cette fois-ci beaucoup plus grave. Donc, qu'est-ce qui reste du social-libéralisme quand le néolibéralisme ne marche plus? Il ne reste rien. Donc, on est au bout du cycle néolibéral. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ce cycle néolibéral ne peut pas se poursuivre au-delà du cycle... Le cycle social-libéral ne peut pas se poursuivre au-delà du cycle néolibéral. Et on ne peut pas revenir à la social-démocratie, parce que la social-démocratie est une recette dans notre temps. C'était une rente de situation que le communisme procurait aux classes ouvrières d'Europe occidentale. Ça, Barca, terminé. Hein? Donc, la gauche est fort dépourvue, parce qu'elle ne sait pas très bien si véritablement cette croissance est partie pour toujours, si elle ne va pas revenir, si finalement il ne faudrait pas être un peu prudent et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on regarde, par exemple, la modification de statut adoptée par le Parti socialiste, c'était encore en 2008, je crois, hein, c'était un ralliement pur et simple au social-libéralisme. Donc, on se dit, il nous faudrait peut-être un gars malin qui viendrait, on ne sait pas très bien d'où, mais enfin, qui nous sortirait de là, type qui saurait s'y prendre. Mais il n'y a toujours pas de projet. Hein. Donc, c'est une gauche qui sait qu'elle a été impliquée dans toute cette affaire, mais qui n'a pas vraiment de projet. Et nous-mêmes, nous avons évidemment, en ce qui concerne Georges Sard, Didier Montchan, quelques autres, nous avons résisté, peut-être trop longtemps d'ailleurs, nous avons résisté à ce courant dominant du néolibéralisme, mais je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt des témoins gênants. Quelquefois, on se demande s'il ne va pas mieux nous faire disparaître. Peut-on influencer le cours des choses? Nous avons toujours essayé d'infléchir le cours de la gauche.
de la pousser en quelque sorte au-delà d'elle-même. C'est ce que nous voulions faire avec le CRS. Puis nous avons essayé à plusieurs reprises. Hein, après Épinay, il y a eu Metz, et puis ensuite il y a eu Jospin, et puis même Ségolène, etc. Disons que toutes ces tentatives, plus désespérées les unes que les autres, ont quand même manifesté une chose, c'est qu'on ne change pas facilement un code génétique. Et que l'internationalisme d'avant 1914, transmuté en européisme après la Deuxième Guerre mondiale, ne se laisse pas facilement génétiquement manipuler. C'est très difficile. D'autant qu'avec l'Europe, nous sommes en face de quelque chose qui est de l'ordre du grand tabou historique. Je m'explique. L'Europe, c'est plus jamais ça. Non, pas seulement les 50 millions de morts, non. Mais plus jamais la honte de soi qu'éprouve l'Allemagne par rapport au nazisme, aux 12 ans que le nazisme a représenté dans son histoire et qu'elle voudrait en extirper définitivement, et plus jamais ça pour la France par rapport à la capitulation de 1940 et à la compromission avec l'occupant à travers Vichy. Donc l'Europe, c'est à la fois le rejet de l'horreur, mais c'est aussi le rejet de la honte qu'au fond d'elles-mêmes, par rapport à leur histoire, les deux grandes nations dominantes de l'Europe occidentale peuvent éprouver. Donc elles veulent tourner cette page et ne pas imaginer que la France ou l'Allemagne ait pu commencer avant, avoir une histoire, qu'il y aurait une continuité. Non, il faut qu'il y ait une césure, qu'une page blanche se soit ouverte en 1945-47 avec Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer et quelques autres ont refait à neuf, comme si on était en Amérique, les États-Unis d'Europe, comme si on était, comme s'il y avait peut-être quelques Iroquois qu'on aurait décimés, hein, ou quelques Algonquins, mais rien d'autre. On ne voulait pas prendre en considération le fait que l'Europe était un vieux continent avec des nations millénaires qui avaient toute une histoire. Par conséquent, on n'a plus voulu parler de tout ça. D'où l'imbécilisation croissante de la vie politique. Parce que quand on ne veut plus comprendre le passé et d'où on vient, quand on ne veut plus connaître son histoire, on peut difficilement, de plus en plus difficilement, comprendre son avenir. Alors, je vais vous dire une chose très simple. La tâche est rude, mais nous devons être cette mémoire. Et nous devons montrer qu'il y a un roc puissant qui est celui de la République. De la République, c'est-à-dire de ce que nous avons en commun, nous Français, mais aussi pourquoi pas nous Européens, encore que tout ça ne marche pas à la même vitesse. Et par conséquent, si nous voulons être vraiment républicains, il nous faut d'abord repenser l'Europe dans le monde et former pour la France un projet de progrès social. C'est ce que j'appelle un programme de salut public.